Cette semaine, en enquête, le Mont Everest, cimetière d'alpinistes sans expérience. On avait l'impression, non pas de gravir une montagne, mais de voir une scène d'horreur après l'autre. L'histoire horrible d'une Canadienne, novice en alpinisme, qui rêvait d'atteindre le sommet du monde. Il est 9h30, heure locale. Nous sommes au camp de base, juste au pied du Mont Everest. On va l'escalader dans moins d'1 mois. Une détermination étonnante, mais complètement stupide, sans direction, ni personne pour lui dire de revenir. Et elle s'est retrouvée coincée dans une compagnie qui n'avait pas d'expérience. Je l'ai appelée 4 fois, mais elle ne m'a pas répondu. Bienvenue en Enquête. Autrefois, atteindre le sommet de l'Everest relevait de l'exploit. Rares étaient ceux et celles qui pouvaient réaliser l'ascension de la plus haute montagne du monde, de près de 9000 mètres d'altitude. Mais aujourd'hui, l'Everest est presque devenu une attraction commerciale pour touristes extrêmes. Il existe de plus en plus de compagnies offrant un service de guide qui organisent des expéditions d'alpinistes sur l'Everest. On en finit par oublier que ça demeure une aventure extrêmement dangereuse. Seulement ce printemps, 10 personnes y ont perdu la vie. Nous vous présentons cette semaine l'histoire dramatique d'une femme de Toronto prête à tout pour réussir cet exploit, y compris mettre sa vie en péril. Comme vous allez le voir dans ce reportage adapté du Fifth Estate de la CBC, les choses ont malheureusement mal tourné pour elle. Il est presque impossible de saisir ce qu'est l'Everest. Aussi haut que la trajectoire de vol des jets intercontinentaux. Glacial comme l'Arctique. Il y a à peine assez d'oxygène pour maintenir la vie. Et si meurtrier que des centaines de personnes sont mortes en tentant d'atteindre le sommet ou d'en redescendre. Malgré tout cela, il continue d'exercer une attraction fatale. Je me souviens de la vue. Le soleil était assez bas et je pouvais encore voir le sommet du Mont Everest. Une vue à vous couper le souffle. La première fois que Shriya Shah voit l'Everest, elle est enfant et vit au Népal. Et je me disais, un jour je ferai cela. Plusieurs décennies plus tard, à Toronto, où elle vit, elle annonce à son amie Virginia Novak qu'à 33 ans, elle va raviver ce rêve. Elle m'a dit, je vais escalader l'Everest. Et je lui ai répondu, as-tu perdu la tête? Et elle a dit, non, j'ai toujours voulu le faire. Pour Virginia Novak, Shriya est une véritable force de la nature. Shriya croyait en elle-même. C'était une femme très sûre d'elle, et cette confiance en elle l'animait. C'était une personne très motivée. Née à l'ombre du mont Everest, Shriya parcourt le monde. Elle travaille pour une entreprise de croisière, et c'est ainsi qu'elle rencontre le Canadien Bruce Chlorfine, le pianiste du navire. Il la trouve irrésistible. Je peux vous dire qu'une certaine douceur émanait d'elle. C'est ce qu'elle dégageait. Quand j'ai eu assez de courage pour l'approcher, je me suis dit qu'il y avait quelque chose dans son attitude qui était très plaisant. Ils tombent amoureux et, une fois mariés, ils s'établissent au Canada. À Toronto, Shriya fonde une entreprise d'importation de mets indiens et d'épices. Elle fait de la politique. Candidat d'un parti marginal à la dernière élection provinciale en Ontario, elle n'obtient que quelques centaines de votes. Tout ce que sa femme faisait, c'était avec passion, nous dit Bruce Chlorfine. Quand elle voulait quelque chose, rien ne pouvait l'arrêter. Mais il est aussi surpris que tous les autres quand elle annonce qu'elle veut escalader l'Everest. Elle a juste dit « Je vais me rendre au sommet du mont Everest ». C'était complètement inattendu. Mais après qu'elle m'ait parlé de son projet, je n'ai pas pu l'en dissuader. Et croyez-moi, j'ai essayé. Virginia Novak ne peut pas la raisonner, elle non plus.
Comme à son habitude, elle m'a répondu « Tu es une mère poule, ne t'en fais pas, tout va bien aller. Et à mon retour, on va arroser ça, d'accord ?» Et ça s'arrêtait là. Il reste moins d'1 an avant l'escalade prévue en mai 2012. Pour se préparer, Shriya fait des randonnées, pas en montagne, mais dans la campagne ontarienne. Elle s'entraîne dans une salle d'escalade. Elle gravit l'escalier des 40 étages de son immeuble de Toronto en portant un sac à dos lesté. Pour financer son expédition, Shriya loue du matériel d'escalade et, grâce à un logiciel de montage, incruste une image d'elle en combinaison devant une image de l'Everest. If successful, she will be the first South Asian woman from Canada to reach the top. Ces efforts attirent l'attention des médias locaux. Je suis impatiente d'y arriver et de hisser le drapeau du Canada. Je ne pense qu'à ça. Mais pour hisser son drapeau sur l'Everest, Shriya sait qu'elle aura besoin d'aide. Il faut trouver de bons guides, une agence de voyage qui a de bonnes connaissances, des Sherpas qui vont faire l'escalade, qui vont me guider. Au Népal, le mont Everest est la grande attraction touristique jouant un rôle important dans le PNB du pays. Les expéditions à l'Everest coûtent des dizaines de milliers de dollars et la concurrence est vive entre les guides et les pourvoyeurs. Gabriel Philippi est un alpiniste de renom et directeur d'expédition sur l'Everest. C'est courir au désert si on ne prend pas le temps de choisir avec qui on y va. On crée des entreprises facilement au Népal. Il n'y a pas de réglementation, donc ces compagnies-là poussent comme des champignons à Katmandou. Puis le danger, en quelque part, il est là. La famille de Shriya à Katmandou lui recommande une entreprise appelée Utmost Adventure Trekking. Le directeur de l'entreprise, Rishi Raj Kadel, reçoit un courriel du Canada. A-t-elle parlé d'une expédition au mont Everest? Oui, le mont Everest. C'est ce que je veux. On est arrivé ici hier soir. On a dormi toute la nuit. Il est maintenant 7 heures, heure locale, et on est prêt à partir. Lorsque Shriya arrive au Népal et fait des randonnées pour s'acclimater à l'altitude, l'entreprise ne fait pas d'histoire sur son inexpérience. Avait-elle déjà escaladé une montagne? Non, je pense qu'elle n'en avait jamais escaladé. Avait-elle déjà marché sur une échelle à l'horizontale ou la verticale? Non, jamais. Elle n'avait aucune expérience de la montagne. Mais comment pouviez-vous vous attendre à ce qu'elle parvienne au sommet de l'Everest? Je lui ai parlé, et chaque fois, elle disait « Je peux le faire, je peux le faire ». Ils disent à Shriya que tant qu'elle sera assez déterminée, ils lui enseigneront ce qu'elle doit savoir. Armée de ce conseil, Shriya va s'attaquer au mont Everest. Après la pause, qui est responsable? La compagnie qui la guidait ou sa propre témérité? Alors on y va. On est prêt à marcher pendant environ 8 heures jusqu'au 2e arrêt, où on va prendre un jour de repos. Fin mars 2012, Shriya Shah est à Katmandou, la capitale du Népal, sa ville natale, où elle a vécu jusqu'à l'adolescence. Elle est née ici. Vous avez donc grandi ensemble? Oui. Pendant longtemps? On a passé environ 13 ans ensemble. Shweta Raja est la cousine de Shriya, mais elles se sont toujours appelées sœurs. La famille ne pouvait croire que celle qui taquinait à cause de sa paresse avait l'intention d'escalader la plus haute montagne du monde. Elle n'aimait pas marcher. Chaque fois qu'elle sortait de la maison, elle disait « S'il te plaît, appelle un taxi. Je suis incapable de marcher. Appelle un taxi, je ne veux pas marcher. » Shriya a finalement engagé la compagnie locale Utmost Adventure Trekking, qui va la guider au sommet de l'Everest. Mais a-t-elle fait le bon choix? Utmost, c'était une nouvelle compagnie, à ce qu'on m'a dit, qui avait été créée.
Et non, je n'avais jamais vu cette compagnie-là sur la montagne. Gabriel Philippi a gravi 5 fois le sommet de l'Everest. Il est le seul Québécois et le 2e Canadien à avoir atteint le sommet par ses 2 versants. Pour la saison d'escalade de 2012, Philippi dirige sa propre expédition depuis le camp de base. Selon lui, non seulement Shriya n'avait jamais grimpé, mais le choix de la jeune compagnie Outmost lui a été fatidique. Quelqu'un qui vit à Katmandou, qui n'a jamais été sur l'Everest, il y a un problème. Surtout si on se part une compagnie, on dit on va aller faire le sommet de l'Everest ensemble. Et elle s'est retrouvée coincée dans une compagnie qui n'avait pas d'expérience. Les Sherpas avaient de l'expérience pour grimper la montagne, mais ça prend quelqu'un pour diriger cette équipe-là. Et il semblerait avoir une déficience de ce côté-là. Shriya a pourtant versé près de 40 000 $ à Outmost pour la guider. Si on ajoute les coûts du voyage, du matériel et les pourboires aux Sherpas, les légendaires alpinistes himalayens qui vont l'amener jusqu'au sommet, le total frôle 80 000 $. Au début avril, Shriya Shah est en route vers le mont Everest pour une tentative d'escalade du sommet à la mi-mai. Il est maintenant... Et elle va documenter son journal vidéo à presque toutes les étapes. Alors on y va. On est prêt à marcher pendant environ 8 heures jusqu'au 2e arrêt, où on va prendre un jour de repos. Pour se rendre au camp de base de l'Everest, les alpinistes font une randonnée qui peut durer 2 semaines afin de s'acclimater à la rareté de l'oxygène qui les attend sur l'Everest. Plus on monte en altitude, moins il y a d'oxygène. Au sommet, il y a environ le tiers de l'oxygène dans l'air qu'on respire qu'il y en a au niveau de la mer. Bien des alpinistes ne pourraient y survivre. C'est pour cela qu'on appelle la partie la plus élevée du mont Everest la zone de la mort. Au camp de base de l'Everest, la saison d'alpinisme 2012 semble de mauvais augure. La situation météorologique qu'on retrouve normalement sur l'Everest fait en sorte que les tentatives d'escalade du sommet se limitent à la fin du printemps. Mais en 2012, les conditions sont encore plus difficiles que d'habitude. En outre, on se préoccupe du grand nombre d'alpinistes en attente au camp de base et de l'inexpérience de certains d'entre eux. L'escalade de l'Everest est certes très difficile, mais elle n'exige pas beaucoup de techniques d'escalade de haut niveau. Si on est assez en forme pour continuer de mettre un pied devant l'autre, on peut l'escalader. Le journaliste alpiniste Michael Kodas. Par conséquent, de nombreuses personnes ayant très peu d'expérience vont à cette montagne chaque année, et de plus en plus au fil des années. Il est 9h30, heure locale. Nous sommes au camp de base, juste au pied du mont Everest. On va l'escalader dans moins d'1 mois. Quand Shriya Shah arrive au camp de base, à 5400 mètres d'altitude, soit près de 18 000 pieds, son cran compense pour son manque d'expérience. Je pense que personne ne pouvait ignorer que Shriya était sur la montagne cette année. En entrant sur le camp de base, dans un des premiers campements à la droite, on voyait son immense affiche. Et puis moi, ça m'avait un peu surpris parce que je voyais le drapeau canadien. Puis je n'avais pas entendu parler d'elle au Canada avant de partir. Elle a apporté la photo retouchée prise à Toronto, la montrant dans sa combinaison jaune louée, et elle l'a placée devant le vrai mont Everest. Lorsqu'on voit une banderole comme ça, on se dit ouais, c'est une expédition qui doit être très organisée. Là. Cette présomption ne dure pas longtemps. Dans les séances d'entraînement, comme celle-ci, filmée par la caméra de son propre casque, Shriya est loin derrière, même dans les descentes. Mais au dire de tous, c'est une étudiante de bonne volonté, appréciée de ses coéquipiers et qui ne semble pas souffrir de maux de tête ou de nausées dues à l'altitude. Était-elle lente? Elle était lente. Tout le monde sait qu'elle était lente. Mais elle n'avait pas de maux de tête, ni rien d'autre. Elle continuait à marcher.
En matière d'organisation d'expéditions à l'Everest, il n'y a pas plus connu ni plus respecté que le Néo-Zélandais Russell Bryce. Pendant près de 4 décennies, il a guidé des centaines de personnes au sommet. On le surnomme le grand patron. Sa compagnie, Himalayan Experience, a environ 25 clients pour l'Everest en 2012, qui ont tous versé plus de 50 000 $. Mais Russell Bryce a raison de s'inquiéter. Cette année a été très particulière et très dangereuse. Au printemps, la météo inhabituelle a provoqué des avalanches et l'effondrement de masses de glace appelées séracs, ce qui rend la cascade de glace du Khumbu encore plus dangereuse. That's a really deep crevasse. How you do it? Just for the viewers at home, I'm going to show everybody how deep that thing is. It's pretty deep. Pretty deep. Début mai, un énorme sérac a démoli un camp de haute altitude, juste avant l'arrivée prévue de dizaines d'alpinistes de Russell Bryce. Quand le sérac s'est effondré sur le camp 3, il a écrasé 18 tentes. Or, 6 heures plus tard, ces tentes auraient été bondées. Et il y aurait eu combien? 32 personnes de mortes. Au mieux, cela signifie que la saison d'escalade de 2012 sera très écourtée. Vu les pluies de la mousson attendues en juin, le créneau d'ascension au sommet ne sera que de 2 semaines, et pas avant la mi-mai. Les accidents rendent les alpinistes encore plus nerveux. Une avalanche a détruit tout un camp là-haut. Alors j'ai monté de l'équipement que des gens ont trouvé dans la neige, comme des tentes, des poêles et des vivres qui avaient été stockés au camp. En somme, le contingent de toute une saison d'escalade attend au camp de base, des centaines d'alpinistes prêts à partir pour le sommet à la première occasion. Mais pour Shriyasha, une autre question se pose. A-t-elle vraiment sa place sur le mont Everest? On doit lui enseigner presque tout, de la pose des crampons à ses bottes à la manière de les utiliser sur les échelles d'escalade. Or, peu avant la date du départ vers le sommet, le Sherpa principal d'Utmost change d'idée à propos de Shriya. Il la prévient carrément de ne pas grimper. Shriya téléphone à sa cousine Shweta pour lui raconter. Si vous continuez ainsi, vous mourrez, vous nous tuerez tous. Il a dit littéralement, si vous continuez, vous allez mourir, et nous aussi? Vous mourrez, vous nous tuerez aussi. Après la pause, rien ne pouvait arrêter Shriya. Quelle détermination incroyable de sa part. Elle devait avoir froid. À 19h30, le 18 mai, Shriyasha va entreprendre ce que personne sauf elle ne croyait possible, atteindre le sommet de l'Everest. Du camp 4 à 8000 mètres, il n'y a que 800 mètres tout droit jusqu'au toit du monde. Même pour les plus aguerris, l'aller-retour au sommet peut exiger de 10 à 12 heures d'efforts intenses dans l'air appauvri en oxygène de la zone de la mort. Mais en dépit de son inexpérience, Shriya n'est pas partie pour le sommet accompagnée des meilleurs guides d'Utmost. Le propriétaire de l'entreprise, Ganesh Thakuri, et le Sherpa le plus expérimenté qui a prévenu Shriya qu'elle risquait la mort, continuent vers le sommet, confiant leurs clientes les plus vulnérables à 2 Sherpas moins expérimentés. Même avec un supplément d'oxygène, l'ascension va être très laborieuse et très lente. Rendu à 8000 mètres, on va faire 1-2 pas, on va faire 7-8 respirations, 1-2 pas, on n'avance plus. On ne peut pas courir à ces altitudes-là. On est dans un état où on est en mode survie.
Or, Shriya est parmi les plus lents. Et le 18 mai 2012, ça importe. Cette photo, prise par un alpiniste allemand, va symboliser la commercialisation d'une merveille naturelle. Cette queue d'attente pour monter au sommet, comme dans un parc d'attractions. Je regarde cette photo et je me dis, est-ce qu'ils ont tous perdu la raison? Il n'y a personne qui se dit, hey, il faut garder une certaine distance entre les grimpeurs. Selon le guide chevronné Russell Bryce, ces centaines d'alpinistes dépendent d'une seule ligne de corde qui pourrait se rompre à tout moment, les précipitant sur la pente de glace. Une chute de pierre ou l'effondrement d'un sérac pourrait tuer des dizaines de personnes, et les délais inévitables seraient tout aussi mortels. Et quand on est aussi déterminé, je dois monter au sommet, et qu'il est si près et si loin, j'entrevois que certains vont commencer à manquer d'oxygène. Mais il n'y a aucun client de Russell Bryce dans cette file. 2 semaines plus tôt, il a pris la décision extraordinaire d'annuler son expédition et informer des dizaines d'alpinistes qui ont payé 50 000 $ chacun que ce serait trop dangereux. Une décision controversée, sans remboursement. Il serait difficile de blâmer un élément en particulier. Tous ces éléments se sont conjugués ce jour d'ascension au sommet. Ça en a fait un jour très spécial cette année. Le jour de l'ascension au sommet, avec leurs lampes qui éclairent le sommet de la crête, Shriya et ses Sherpas grimpent durant toute la soirée. À 11h30, le matin du 19 mai, ils grimpent depuis 16 heures d'affilée. Elle doit s'asseoir souvent pour se reposer. À plusieurs endroits, le sentier qui mène au sommet de l'Everest ne peut laisser passer qu'une seule personne. Souvent, on doit se résigner à avancer à la cadence de l'alpiniste qui nous précède. Et cela s'avère particulièrement au dernier obstacle majeur avant le sommet, le ressaut Hillary, un mur de 15 mètres de roc et de glace avec une seule ligne de corde pour la montée ou la descente. Le 19 mai, l'attente dans les 2 directions est de 2 heures. C'est là qu'il se produit quelque chose qui sera peut-être le moment capital de la vie de Shriya Shah. Rappelez-vous, le propriétaire d'Utmost avait décidé de se rendre au sommet. On le voit ici qui double Shriya, qui semble épuisé. Par la suite, de retour au sommet, il croise de nouveau Shriya, qui est presque à court d'oxygène. Ils m'ont dit il ne lui reste que 20 minutes d'oxygène. Elle n'aura plus d'oxygène après cela. Le propriétaire Ganesh Thakuri dit qu'il savait à ce moment qu'il était beaucoup trop tard pour que Shriya et les Sherpas continuent vers le sommet. Ils peuvent se risquer vers le sommet jusqu'à 14h, 14h30. Après, c'est très dangereux. Il dit avoir tenté de la convaincre de faire demi-tour. Même quand on lui a dit « Vous ne pouvez pas y aller, vous devez descendre », avec insistance, elle a dit « Non, j'ai payé et mon but est d'atteindre le sommet. J'y vais. » Dans ce cas, on ne peut rien faire. La vie de Shriya Shah étant en jeu, le propriétaire d'Utmost lui donne une dernière bouteille d'oxygène, puis il redescend. Shriya et ses 2 Sherpas continuent d'attendre pour monter. Je comprends qu'il y a un goulot, mais ça ne change rien au fait que si elle parvient au sommet à 14h30, ce sera après 19 heures d'ascension. 19 heures, oui. Elle est presque déjà à court d'oxygène et elle devra redescendre dans l'obscurité. N'est-il pas de la responsabilité de votre compagnie de veiller à ce qu'elle ne se retrouve pas dans cette situation? Oui. Le directeur de l'expédition affirme que du camp de base, il a tout fait pour que les Sherpas fassent rebrousser chemin à Shriya. Quant aux Sherpas, je leur ai parlé aussi. Pourquoi ne la ramenez-vous pas? Pourquoi montez-vous avec elle au sommet? Ils m'ont dit qu'elle leur a dit « Si vous voulez faire demi-tour, vous le pouvez. Je monte au sommet. »
Ils me l'ont dit comme ça. Que pensez-vous de la logistique de cet arrangement? C'est complètement ridicule. C'est la première fois que j'entends ça et c'est complètement ridicule. Pourquoi? Le propriétaire aurait dû lui faire rebrousser chemin et rester avec elle afin de veiller à ce qu'elle rentre. Russell Bryce soutient que sauver des vies, c'est vraiment la seule tâche d'un chef d'expédition. Je sais que c'est dur. J'ai dû le faire. On vit une situation extrêmement difficile. Mais peu après, une chose remarquable va se produire au sommet de l'Everest. Elle n'a jamais fait d'alpinisme. Elle est parmi les plus lents sur la montagne. Ses guides l'ont prévenue maintes fois de rebrousser chemin. Mais juste avant 14h30, par un bel après-midi, Shriya Shah réalise son rêve. Elle atteint le sommet du mont Everest, à 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Personne d'autre sur Terre n'est alors plus près du Soleil. Et quelques minutes plus tard, la nouvelle se répand. À 5h30, je me suis réveillée et quelque chose m'a poussée à aller à l'ordinateur. J'y suis allée et il disait déjà que Shriya avait atteint le sommet. J'étais folle de joie. Je ne pouvais pas me recoucher. J'ai envoyé des courriels à tous mes amis et à toutes ses connaissances pour leur dire que Shriya avait escaladé le mont Everest. Et je disais qu'il lui restait maintenant à redescendre saine et sauve. Le mari de Shriya, Bruce Clorfine, peut enfin souffler un peu. J'étais ravi pour elle. J'étais fier. Pour moi, ça a éclipsé l'impression globale de danger que j'avais eue. Quelles que soient mes craintes, j'ai pensé que si elle avait pu réussir ça, elle devait être aussi capable de redescendre. Mais Russell Bryce croit que même à ce moment de triomphe, Shriya a déjà dépassé le point de non-retour. Vous savez, quelle détermination incroyable de sa part. Elle devait avoir froid. Bien que dans la photo d'elle au sommet, elle ne semble pas avoir eu froid. Mais elle devait avoir froid. Une détermination étonnante, mais complètement stupide. Sans direction, ni personne pour lui dire de revenir. Sous le soleil aveuglant, mais par un temps glacial sous zéro, elle savoure ce moment pendant près d'une demi-heure. Il ne semble pas y avoir d'urgence, même si sa réserve d'oxygène diminue. Ils auraient dû savoir qu'elle n'avait presque plus d'oxygène. Vous l'ont-ils mentionné? Vous en ont-ils parlé? Ils ne me l'ont pas dit. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont juste dit qu'ils rentraient. Juste avant 15 heures, Shriya et les Sherpas amorcent leur descente. Après la pause, les Sherpas font tout pour tenter de lui sauver la vie. On disait constamment « Marche, ma sœur Shriya. S'il te plaît, marche. » On était inquiets. Il faisait déjà nuit. Il est près de 15 heures le 19 mai quand Shriya Shah quitte le sommet du mont Everest pour prendre la seule direction possible, la descente. Shriya grimpe déjà depuis 20 heures d'affilée. Il ne reste que quelques heures de clarté, mais le pire, c'est que la météo va se gâter. Il y aura des vents presque de force ouragan et le mercure va plonger à moins 40. Nous voici au camp 4, dans la zone de la mort, à 7900 mètres. Arrondi à 8000. 8000 mètres. 800 mètres plus bas, au camp 4, deux autres alpinistes vont entreprendre l'étape finale jusqu'au sommet. L'avocate Sandra Leduc d'Ottawa est en emploi du ministère fédéral de la Justice. John Kedrowski du Colorado a un doctorat en géographie environnementale. À la nuit tombante, John Kedrowski prend cette photo d'alpiniste sur la montagne,
plus haut. Il a d'abord présumé qu'ils montent, puis il comprend qu'ils descendent, après avoir passé plus d'une journée dans la zone de la mort. Dès que j'ai vu ce qui se passait, j'ai pris la photo. Je me suis dit que ça n'allait pas. Pourquoi reste-t-il aussi longtemps là-haut? Alors que Sandra Leduc et John Kedrowski partent vers le sommet, la zone de la mort de l'Everest va s'avérer fidèle à son nom. Pour Sandra Leduc, ce qu'il voit ensuite évoque une morgue. On avait l'impression, non pas de gravir une montagne, mais de voir une scène d'horreur après l'autre. Moins d'une heure plus tard, il voit le premier corps, un alpiniste accroché à la ligne de corde. John Kedrowski dit qu'il ne pouvait pas voir s'il vivait encore, mais qu'il était évidemment trop tard. Si vous pensiez que cette personne respirait encore, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Seul, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut le décrocher et tenter de le traîner, mais on va s'épuiser. On ne peut donc rien faire. Il faut être avec d'autres pour s'occuper de cette personne. Voilà pourquoi j'ai continué de grimper. En tout, ce soir-là, il dit avoir contourné 3 alpinistes qui étaient morts ou agonisants. Puis, il a mis fin à sa montée vers le sommet pour aider les autres qui avaient désespérément besoin d'aide pour descendre. Plusieurs centaines de mètres plus haut, les 2 Sherpas poussent sans cesse Shriya, physiquement et verbalement. Temba Sherpa dit avoir utilisé le mot népalais Didi, qui signifie « grande sœur ». On disait constamment « Marche, ma sœur Shriya. S'il te plaît, marche. » On était inquiets. Il faisait déjà nuit. Il y a 7 heures qu'ils sont partis du sommet. Cela fait 27 heures consécutives d'escalade dans la zone de la mort. Au-delà de 8000 mètres, c'est comme être dans l'espace. Le manque d'oxygène démolit le corps. On dit que le corps se met à se dévorer lui-même. Il accapare tellement le peu d'énergie qui vous reste pour fonctionner qu'il peut mal survivre plus de 20 heures. J'ai lu des commentaires du genre « Les Sherpas peuvent vous attacher sur leur dos et vous transporter. » Et c'est complètement faux. Je défie tous ceux qui disent ça d'aller à l'Everest et de voir par eux-mêmes. Shriya et les Sherpas croisent alors la vague suivante d'alpinistes, en route vers le sommet. Shriya implore l'aide des grimpeurs. Elle les supplie de ne pas la laisser mourir. Ces Sherpas, au bord de l'épuisement eux aussi, s'efforcent de la maintenir debout. Elle ne pouvait rester debout que si nous la soutenions tous les deux. Et juste un moment. Si elle avait bougé les jambes, elle serait tombée, comme si elle était paralysée. Rappelez-vous, Shriya a reçu sa dernière bouteille d'oxygène au ressaut Hillary, quelques 11 heures plus tôt. Combien de temps cet oxygène allait-il durer? 4 heures, probablement. Selon le guide chevronné Russell Bryce, on lui avait donné assez d'oxygène pour l'ascension, mais pas pour la descente. Elle n'en avait donc plus? Elle est revenue à la base du réseau Hillary, puis j'en déduis qu'elle a probablement dû faire le trajet du sommet sud au balcon sans oxygène. Selon les Sherpas, il était passé 22 heures quand Shriya a cessé de bouger et de parler. Perché sur la corniche appelée le balcon, à quelques 8400 mètres d'altitude, il l'accroche à la ligne de corde et il la laisse là parmi les centaines d'autres alpinistes de l'Everest dont les corps gelés sont restés dans la zone de la mort. Peu après, un autre Sherpa appelé Pemba Jiangbu, qui monte, aperçoit une personne qui, de toute évidence, a besoin d'aide. Elle portait une combinaison de duvet avec le drapeau canadien, rouge et blanc. Le dessin rouge et blanc du drapeau? Oui. Vous avez reconnu le drapeau canadien? Oui. Pemba reconnaît la femme dont il a vu la photo au camp de base, la Canadienne née au Népal. Il utilise lui aussi le mot népalais qui signifie « grande sœur ».
Je l'ai appelé comme un Népalais. Je lui ai dit « Didi, Didi » 3 ou 4 fois. Puis, de manière soudaine et inattendue, Shriya semble vouloir dire quelque chose. Elle a fait comme un son de ce genre. Elle vous a parlé? Pas parler, juste un son. Il dit qu'il a tenté de la ranimer, mais qu'il était trop tard. J'ai sorti l'eau et l'oxygène. Je l'ai appelée 4 fois, mais elle ne m'a pas répondu. Quand il comprend que Shriya ne respire plus, Pemba prend cette photo, puis il part à la recherche d'autres alpinistes mal en point. Ce soir-là, ils sont nombreux. C'est là qu'on voit souvent des équipes de 4-5 personnes qui doivent être composées pour descendre une seule personne. C'est complexe. Dans la journée dont on parle, du 19 mai, tout le monde était occupé à monter sa propre équipe vers le sommet. Donc, il n'y avait pas vraiment de gens disponibles. Tout le monde gérait chacun sa propre situation à cause du trafic qui était présent sur la montagne cette journée-là. Le lendemain, par radio, les Sherpas de Shriya annoncent l'horrible nouvelle au camp de base. Shweta, la cousine de Shriya. Avant d'apprendre qu'on avait vu son corps, on espérait qu'elle soit toujours vivante. Il m'a dit que c'était pas possible, que ses vêtements étaient d'une autre couleur que ceux des autres alpinistes. Et il y avait aussi le drapeau canadien. C'était donc le sien. Le corps de Shriya reste 10 jours, à plus de 8000 mètres, jusqu'à ce qu'une équipe de secours parvienne à la zone de la mort et le redescende. Shriya Shah est incinérée à Katmandou selon la tradition hindoue. Son mari allume le bûcher funéraire. Bruce Chlorfine dit maintenant accepter que sa femme soit allée chercher quelque chose au mont Everest. Si elle accomplissait cela, ça changerait sa perception d'elle-même. Elle aurait toujours ce point d'ancrage en elle. Et c'est énorme, ça touche tout le monde. En fin de compte, il sait que cette fin des plus terribles résulte en grande partie de ce qu'il y avait de meilleur chez Shriya. C'est incroyable quand je repense à elle en me disant qu'elle voulait le faire. Et elle l'a fait. Je suis abasourdi. Comment ne pas l'être? Je n'aurais jamais pensé que c'était possible, mais j'en suis venu à respecter sa détermination. Et je savais qu'elle était bien réelle. Shriya Shah a été l'un des 10 alpinistes qui ne sont pas redescendus vivants du mont Everest cette saison, au 3e rang des pires de l'histoire, et cela soulève des questions fondamentales. Si l'embouteillage du 18 mai a contribué à ce carnage, comment peut-on éviter que cela ne se reproduise? Devrait-on limiter le nombre d'alpinistes sur l'Everest? Devrait-on carrément refuser d'y accepter des novices comme Shriya? Dans ce pays où le Népalais moyen gagne moins de 700 $ par année, le mont Everest engendre des revenus annuels de près de 100 millions de dollars. Les dirigeants du gouvernement ont néanmoins dit ne pas pouvoir répondre à nos questions parce qu'ils ne s'y sont pas intéressés avant. Au Népal, le tourisme, c'est leur revenu numéro 1. Et se couper des milliers de dollars que ça représente avoir des gens sur l'Everest, pour eux, on n'y touche pas. Le grand patron de l'Everest, Russell Bryce, qui a annulé son expédition cette année, croit que toutes les entreprises de l'Everest doivent prioriser les vies sauvées plutôt que l'atteinte du sommet. Le problème, c'est notamment qu'au fil des années, on a eu trop de réussite. Ça semble presque automatique d'atteindre le sommet de la montagne. Mais c'est faux.
elle peut se retourner contre vous et vous mordre. Et c'est ce qu'elle a fait cette année. It's 8 p.m. here in the South Col. About to head up Everest. Can't wait to get up there. It's gonna be a great day. Quant à Sandra Leduc et John Kedrowski, quelques jours après leur expérience de vie et de mort sur l'Everest, ils accomplissent quelque chose de remarquable eux aussi. Ils remontent ensemble dans la zone de la mort et cette fois, ils parviennent au sommet. Lors de l'ascension et de la descente, ils croisent Shriya Shah. La première fois que je suis montée là-haut et que j'ai vu le drapeau canadien, je me suis sentie malade et quand je suis redescendue, j'avais envie de pleurer. Je n'avais pas fait de lien. Je ne savais rien d'elle alors, mais je pensais au sien, à sa famille. Parce que si ça avait été moi, je sais ce que ma famille aurait ressenti. C'était difficile parce que c'était une vraie personne avec des gens qui l'aimaient. Et ils allaient devoir composer avec ça pour le reste de leur vie. Plusieurs questions avant de terminer. Quel est le legs de Shriya Shah? Ce qu'elle a vécu va-t-il changer quelque chose au Mont Everest? Ou y aurait-il encore de nombreux cas du genre? Demain matin, une personne sans emploi à Katmandou va s'installer une affiche et il va recruter des gens, puis il va partir sa compagnie. Moi, je pense que c'est peut-être là que le gouvernement népalais pourrait jouer un rôle, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent faire des treks, qui veulent faire des ascensions sur l'Everest ou ailleurs sur d'autres montagnes, devraient avoir un certain bagage en arrière. Ils devraient rencontrer certains critères. Parce que nous, on peut faire notre devoir de dire « je ne prends pas cette personne-là », mais si la porte est ouverte pour d'autres de dire « bien, moi, je vais le prendre », on reste avec le problème. La semaine prochaine à Enquête, nous suivons la trace de Pierre Poutine et levons le voile sur l'une des plus grosses atteintes à la démocratie au Canada, les appels trompeurs, les robocalls. This is an automated message from Elections Canada. Ça aurait pu être l'élection au Canada, sauf que l'information n'était pas correcte. Your new poll location is the old Quebec Street Mall. I couldn't believe it was happening in Canada. C'est l'attaque la plus directe à notre démocratie, ça. Merci d'avoir été là. Bonsoir. À la semaine prochaine.